Bonjour à tous. Je suis Frédéric Copy du service communication des ministères économiques et financiers, qui organise ce café économique, qui a développé le concept des cafés économiques de Bercy. Et donc aujourd'hui, le thème, c'est est-on à l'abri d'une nouvelle crise financière? Sans attendre, je passe au thème du jour. Est-on à l'abri d'une nouvelle crise financière? Je vais justement laisser la parole à nos trois intervenants. Jésabel Coupet-Soubeyran, qui est maître de conférence à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. André Orléans, qui vous êtes notamment directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales. Et Laurent Clerc, directeur de la stabilité financière à la Banque de France. Alors on va peut-être commencer par vous, André Orléans. Je crois que vous vouliez notamment faire un focus sur l'instabilité financière, notamment sur l'efficience ou la non-efficience des marchés financiers en la matière. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout cela? Merci, je suis très content d'être là et je vois qu'il y a vraiment beaucoup de monde. Oui, je pense qu'une des manières d'aborder la question aujourd'hui des différentes crises, en particulier la crise financière, c'est au départ, avant même d'aborder le rapport entre crise financière et crise économique, de savoir un peu comment fonctionnent les marchés financiers. Il faut voir que dans la très longue période du capitalisme, depuis, disons, 1945, donc sur la très longue période, on a connu des phases assez différentes. Et pendant toute une longue période, qui est connue sous le nom des 30 Glorieuses, en fait, les marchés financiers avaient assez peu d'importance. Et c'est simplement dans une seconde période, à partir des années 80, qu'on a connu une financiarisation accrue et une mondialisation financière tout à fait importante que nous connaissons aujourd'hui. Et il est à noter qu'avant 1980, entre la période 45-80, où il y avait très peu de marchés financiers, où ils étaient extrêmement régulés et contrôlés, en fait, il n'y avait pas de crise financière. On n'a pas connu de crack ou de boom pendant cette période. Donc, on peut penser qu'il y a un certain rapport entre la libéralisation des marchés financiers et l'existence ici uniquement de crise financière, c'est-à-dire le fait qu'il y ait des bulles, qu'il y ait des cracks, par exemple, bancaires, ou qu'il y ait des cracks boursiers. Et je pense que c'est une question intéressante à se poser, de savoir pourquoi les marchés financiers montrent cette tendance à l'instabilité, sous la forme d'un excès, toujours un excès à la hausse, pendant les périodes de boom, et puis ensuite un excès à la baisse dans les périodes de dépression où les prix chutent de manière extrême et il faut souvent que la puissance publique intervienne de façon à mettre un plancher au prix. Et donc on est en droit de se poser cette question, surtout que si à nouveau on regarde le capitalisme sur très longue période, dès lors qu'il y a eu des marchés financiers, c'est-à-dire à peu près au XVIIe siècle, on a commencé à connaître des bulles. Donc il y a bien un rapport, une corrélation entre le mécanisme financier lui-même et la question des bulles et des crises. Alors, je crois que mon point de vue sur cette question, c'est que d'abord, il y a un certain étonnement qu'on peut avoir parce que, d'ordinaire, les économistes associent les phénomènes de marché à des phénomènes de stabilité, au contraire. La grande idée des économistes, c'est que la concurrence stabilise. Parce que, pour une raison très simple, c'est que quand vos prix augmentent, la demande pour les produits dont les prix augmentent, si les chaises, les ordinateurs ou n'importe quel produit voit son prix augmenter, sa demande va baisser. Et si sa demande baisse, alors ça va faire une force de rappel qui va interdire que le prix des biens les plus classiques puisse augmenter à l'infini, parce que les consommateurs n'en voudront plus dès lors que le prix augmente. Et ça, c'est le mécanisme, disons, de base de l'autorégulation concurrentielle, qui a été mise en avant par les économistes depuis au moins Adam Smith. Et il me semble que la question pour les marchés financiers, leur question de l'efficacité, c'est de noter que ce mécanisme ne fonctionne pas pour les marchés financiers. Et que c'est une des raisons centrales qui font que ces marchés peuvent générer de l'instabilité.
Et c'est simple à comprendre. Dans les périodes dites de bulles, par exemple, vous prenez la période à la fin du XXe siècle sur la bulle Internet, donc là où les actions Internet ont augmenté de manière très forte, ou bien la bulle en 2005-2006 sur les prix de l'immobilier, eh bien vous avez des périodes dans lesquelles les prix augmentent, mais bien loin que la demande pour des produits dont les prix augmentent baisse. En fait, la demande pour les produits financiers dont les prix augmentent peut augmenter. Et évidemment, vous comprenez que si on a ce mécanisme-là basique, si quand les prix augmentent, la demande augmente, alors vous êtes dans des systèmes cumulatifs. Les prix augmentent, la demande augmente, les prix augmentent, la demande augmente. Et là, vous pouvez plonger, monter au ciel. Et vous avez le même mécanisme à la baisse. Quand les prix baissent, au lieu que la demande augmente, la demande baisse. Et donc les prix baissent, etc. Et donc c'est une des raisons essentielles de cette, à mon sens, de cette inefficacité des marchés financiers. Et la raison en est assez simple. Si vous êtes sur un marché financier, eh bien les marchés financiers sont des marchés essentiellement d'anticipation. C'est-à-dire que contrairement à un marché d'une voiture ou d'un meuble pour lequel en fait vous avez une consommation immédiate et c'est ça qui vous motive en tant que consommateur, sur un marché financier, ce que vous avez en tête, c'est les prix futurs, c'est comment ça va se valoriser. Et donc c'est des marchés d'anticipation. Vous achetez un titre, une action, parce que parmi d'autres raisons, vous voulez faire du profit. Et faire du profit, c'est acheter des titres dont les prix augmentent. Donc, lorsque vous voyez que certaines actions ou certains titres ont des prix qui augmentent, alors vous pouvez être tenté de les acheter en faisant le raisonnement qu'il y a un trend de hausse et que ce trend de hausse va vous permettre de faire des profits dans le futur. Et si beaucoup de gens font ce raisonnement, alors en effet, les prix vont augmenter puisque beaucoup de gens vont penser qu'ils vont augmenter et ça va faire augmenter les prix. Donc ici, je crois qu'on a un des éléments importants dans notre diagnostic ce matin sur cette question de l'instabilité financière qui est dans le fonctionnement même du mécanisme financier, qui est les marchés financiers sont très différents des marchés de concurrence normale, des produits normaux, entre guillemets, des produits de consommation. Pour ce qui est des produits de matières premières, on dirait c'est des marchandises, le blé, le pétrole, en fait, ils se rapprochent beaucoup plus des marchés financiers que des marchés de biens de consommation, parce que aussi ce sont des marchés qu'on dit spéculatifs, dans le sens où les opérateurs sur ces marchés achètent ou vendent souvent uniquement par rapport aux variations de prix futures et anticipées. Donc, il y a eu un grand débat parmi les économistes dans les années 80, au moment où s'est constituée la financiarisation, car à l'époque, la thèse qui dominait, c'était celle, au contraire, que les marchés étaient efficaces. Les marchés financiers étaient efficaces, c'est-à-dire qu'il fallait leur laisser le rôle central dans l'allocation du capital au niveau mondial. Mais peu à peu, il me semble aujourd'hui qu'on voit qu'il n'en est rien, que ce sont des marchés qu'il faut contrôler, parce que si on les laisse à eux-mêmes, le processus endogène de formation des prix sur ces marchés conduit à ces formes d'instabilité. Et on le voit, ce qui est étonnant, c'est qu'on le voit aussi bien à la hausse qu'à la baisse. C'est ça qui permet d'expliquer le fait que sur ces marchés, vous avez ces formes d'excès, d'élasticité, comme on dit, très élevées à la hausse et très élevées à la baisse. À la baisse, c'est la même chose. Lorsque le prix baisse, on pourrait s'attendre à ce que tout le monde rachète des titres, par exemple quand les subprimes ou les produits titrisés au moment de la crise des subprimes étaient très bas, on aurait pu imaginer que le marché tout seul allait pouvoir éviter le krach en rachetant, parce que les prix étaient devenus extrêmement bas. Mais il n'en est pas ainsi, c'est la puissance publique qui intervient pour acheter ces titres, parce que les investisseurs ont peur qu'en achetant ces titres, en fait, les prix continuent à baisser et qu'au lieu de faire une bonne affaire, eh bien, au contraire, ils perdent de l'argent. Donc il me semble qu'il y a là un mécanisme
tout à fait important pour commencer à avoir notre diagnostic sur la crise financière. Mais la crise financière, ce n'est pas simplement les marchés, il y a la finance et puis aussi les banques et l'économie réelle. Je pense qu'on va parler de ça maintenant. Je laisse la parole effectivement à Laurent Clerc qui va enchaîner sur le sujet. Ok, je vais me lever parce que comme il y a du monde partout, et comme ça fait encore plus peur. Tout d'abord, je vais aller dans le sens d'André Orléans. En fait, je suis tout à fait d'accord avec la présentation qui a été faite. Je voudrais commencer par dire, effectivement, la finance, c'est un métier qui est très dangereux. C'est dangereux pour au moins deux raisons. Alors la première, c'est que généralement, les intermédiaires financiers, c'est-à-dire les gens qui vont intervenir sur les marchés financiers pour vous, pour le compte des investisseurs, etc., en général, utilisent l'argent qui n'est pas le leur. C'est l'argent des déposants, c'est un argent qui est emprunté. Et donc, effectivement, ce simple fait crée une incitation à prendre du risque. Et puis aussi à prendre du risque parce qu'on n'a pas peur de faire défaut sur, après tout, de l'argent qui ne vous appartient pas. Alors, pour corriger ça, il y a des mécanismes qui existent. Donc, par exemple, les mécanismes d'assurance des dépôts, les interventions de l'État dans les phases de crise, ce qu'on appelle, c'est des formes de subventions qui sont explicites ou implicites. Et ça a deux conséquences importantes. La première, c'est que ça crée une incitation à prendre encore plus de risques, puisque vous savez qu'in fine, vous allez être rattrapé par un filet de sécurité. La deuxième, c'est que ça donne une subvention à certaines activités, par exemple l'activité bancaire, et donc vous pouvez prêter à moindre coût par rapport à d'autres intermédiaires financiers. Alors, de fait, ça se traduit aussi par le fait que dans les phases normales de l'activité, comme vous pouvez donner plus de crédit que nécessaire, vous allez avoir tendance à en donner beaucoup plus que ce qui serait nécessaire pour avoir un financement normal de l'activité. Et à contrario, dans les phases de retournement, c'est une autre façon de voir le mécanisme d'amplification, vous avez des risques de perte et là vous allez avoir tendance au contraire à freiner beaucoup plus que nécessaire la distribution de crédit. Donc ça c'est la première raison pour laquelle la finance est dangereuse. La deuxième, c'est que les intermédiaires financiers, les banques, elles ont une fonction qui est fondamentale et qui est très importante pour le financement de l'économie, c'est la transformation de liquidité et de maturité. Pourquoi ? Parce que pour financer l'activité économique, on collecte des dépôts, donc c'est vos dépôts auprès des banques, auprès des marchés financiers. C'est généralement des dépôts à très court terme. Pourquoi ? Parce que quand vous prêtez de l'argent, vous avez envie de pouvoir l'utiliser à tout moment pour faire face à des demandes ou à des besoins que vous n'avez pas anticipés. Ça c'est ce qu'on appelle la liquidité. Alors le problème, c'est que pour financer de l'activité, faire de l'investissement, acheter une maison, on va avoir besoin de faire des prêts qui sont, eux, à long terme. Donc c'est entre 3, 20 ans, 15 ans, 7 ans. Donc c'est quelque chose qui est très long et illiquide, parce qu'une fois que vous êtes engagé dans une opération d'investissement, c'est très dur de revenir. Alors ce déséquilibre entre un financement de court terme et donc des prêts qui sont, eux, à moyen long terme, crée aussi une situation très dangereuse, puisqu'en situation de tension, on va avoir tendance à retirer les financements, et donc ça va couper aussi la deuxième partie qui est le financement de l'économie. Donc vous avez ici les deux raisons pour lesquelles la finance, c'est dangereux. Alors effectivement, c'est dangereux, donc on la réglemente, et à chaque fois qu'on observe des phases de déréglementation, on voit apparaître aussi des phases de déséquilibre. Alors moi je travaille à la Banque de France, donc je suis directeur de la stabilité financière, donc une partie de mon travail c'est d'assurer la stabilité financière. Donc assurer la stabilité financière, ça veut dire deux choses. La première chose, c'est effectivement essayer de protéger l'économie réelle, c'est-à-dire l'activité économique, l'emploi, la croissance, des chocs qui viennent du système financier. Alors, dans la présentation d'André Orléans, c'est là où j'ai noirci un peu l'écart pour générer la discussion. On a l'impression que la finance, c'est la source de toutes les crises. Alors c'est vrai en partie, puisque comme je l'ai dit, c'est dangereux, il faut l'encadrer, ça crée des situations qui peuvent être périlleuses. Mais en même temps, il faut aussi, dans mon travail, protéger la sphère financière des chocs qui proviennent de la sphère réelle. C'est-à-dire que c'est des chocs macroéconomiques qui vont aussi avoir un impact sur le système financier. Et quand on regarde l'histoire des crises, on s'aperçoit souvent que pour mettre une banque par terre, ce n'est pas toujours des mécanismes de spéculation, des prises de risques qui sont à l'origine des crises bancaires, c'est souvent des chocs macroéconomiques. Et donc dans l'histoire des crises, ce qu'on va souvent trouver à l'origine des crises financières,
c'est des chocs macroéconomiques de grande ampleur, qui sont liés à des activités qui ne sont pas spécialement spéculatives. 80% des crises financières, ça vient de crises du crédit et du crédit immobilier. Donc il n'y a rien de plus basique, de plus réel que de faire des prêts à l'économie pour acheter des biens immobiliers. Donc il y a cette double causalité qui est importante à considérer. Alors, tout à l'heure, on a insisté sur le rôle de la réglementation pour prévenir des crises financières. Est-ce que c'est suffisant? Pas toujours, parce qu'en fait, il y a un certain nombre de mécanismes et d'incitations qui sont donnés par la réglementation. Et les comportements eux-mêmes des agents vont faire en sorte que toutes les règles qu'on met en place peuvent être complètement inefficaces. Alors, dans les mécanismes d'amplification, on va trouver des comportements risqués dans toute la chaîne. Alors, ça commence par les emprunteurs. Souvent, les emprunteurs, l'incitation, c'est de s'endetter au-delà du raisonnable. Alors, on le fait pour différentes raisons. La première, c'est qu'on peut mentir sur ses revenus. Bon, c'est une fraction marginale. Et on peut se tromper, donc là on retrouve la dimension des anticipations, on peut se tromper sur sa capacité future à rembourser des emprunts. Alors pourquoi on se trompe? Parce qu'on n'a pas anticipé qu'on allait tomber au chômage, qu'on allait avoir des dépenses supplémentaires, etc. Donc ça c'est une première source d'instabilité, c'est l'endettement excessif des agents. Alors pour s'endetter de façon excessive, il faut qu'il y ait quelqu'un qui vous prête aussi en face de façon excessive. Donc là c'est le rôle du banquier. Alors le rôle du banquier, lui, c'est pareil. Bon, il est incité, malgré les contrôles, à prêter, parce que c'est comme ça qu'il fait de l'argent. Donc il est incité à prêter et donc il va essayer de respecter un certain nombre de ratios prudentiels, donc de contrôle, etc. Mais malgré tout, il a une incitation à prêter. Alors dans la dynamique de prêt, ce qui est important aussi, c'est que généralement, les banquiers ne prennent pas en compte ce qu'on appelle les externalités négatives. C'est-à-dire que quand on prête à un agent qui s'endette, eh bien, on fait de l'argent immédiatement, mais comme l'a dit André Orléans, c'est un processus qui est cumulatif. Et à un moment, l'agent ne peut plus rembourser, les prix d'actifs sont trop élevés, tout s'effondre. Et les banquiers, ils sont toujours, ou les financiers, un peu toujours dans le court terme, c'est-à-dire tant que ça marche, on continue, mais on ne prend pas en compte le fait que plus on distribue du crédit, plus on fragilise le secteur économique. Et donc il y a un moment où ça va se retourner, et ça, ce n'est pas internalisé par les banquiers. Alors, ça ne suffit pas, les superviseurs sont aussi responsables, parce que dans une certaine mesure, si ces comportements sont permis, c'est que la supervision n'est pas suffisante. Alors, c'est ce qu'on a vu dans la crise des subprimes, c'est qu'une partie de l'activité des banques a échappé complètement au contrôle des superviseurs. Pourquoi? Parce qu'une partie de ces opérations, elles se faisaient hors bilan, et que les superviseurs n'avaient pas la capacité intellectuelle ou par rapport aux données, à avoir une vision un petit peu complète des interactions qui existent dans le système financier. Et puis la dernière responsabilité, c'est celle du régulateur, c'est-à-dire celui qui fait la régulation financière, qui fixe les normes. Là encore, souvent, les normes, elles sont faites de façon parfois insuffisante. Les gens travaillent souvent en silo, c'est-à-dire que si je suis régulateur bancaire, je règle les banques. Si je suis régulateur des assurances, je règle les assurances. Si je suis régulateur des marchés, je règle les marchés. Mais je ne prends jamais en compte les interactions qui peuvent exister entre les différents acteurs. Et le régulateur, il est souvent aussi contraint ou motivé pour des raisons politiques. Alors si on reprend la crise des subprimes, un des objectifs politiques, c'était l'accès à la propriété pour les populations les plus démunies. Ça, c'est quelque chose qu'on ne peut pas contester, sauf que pour le faire et pour le mettre en œuvre, eh bien, on est amené à corriger un petit peu la réglementation. Donc on va autoriser des gens à s'endetter, même s'ils n'ont pas la capacité financière de le faire. On va être un petit peu plus regardant sur les contrôles ou sur la réglementation financière. Donc tout cet ensemble d'interactions, d'incitations, font que même quand un système est régulé, un système financier est régulé, on n'est pas certain de pouvoir prévenir toutes les crises financières. Voilà, je vais m'arrêter là et je vais passer la parole à Jésabel. Merci. Beaucoup de choses ont été dites. Hein, donc, bon, je vais peut-être revenir sur le lien entre crise économique et crise financière. Moi, je suis assez d'accord avec les nuances apportées par Laurent Clerc, à savoir que toutes les crises économiques ne s'expliquent pas nécessairement par une crise financière à l'origine. Toutes les crises financières ne débouchent pas nécessairement sur une crise économique profonde, mais
il y a évidemment, quand on regarde, si vous voulez, des dépressions économiques graves, il y a souvent, à l'origine de ces dépressions économiques graves, des crises financières qui, elles-mêmes, puisent leur source dans un emballement du crédit qui dégénère en bulles de crédit. Et les bulles les plus graves, eh bien, ce sont celles-ci. Ce sont les bulles de crédit qui conduisent à des crises financières et qui ensuite eh bien, débouchent sur des dépressions économiques sévères. Alors, si on se pose la question de savoir si aujourd'hui la crise économique que nous traversons est le résultat de la crise financière, je crois que la réponse est oui. Et je crois qu'on ne le dit pas assez, parce qu'on entend beaucoup finalement de lectures très structurelles de cette crise. Alors il ne s'agit pas de dire que les structures fonctionnent bien, il ne s'agit pas de nier tous les problèmes structurels et de nier également des problèmes plus spécifiques à l'Europe, mais je crois qu'on ne dit pas suffisamment que la crise économique que nous traversons est vraiment le résultat d'un véritable tsunami financier, voilà, le résultat d'une crise financière. Donc moi, ça m'agace un peu quand j'entends des explications du type c'est la faute au SMIC, c'est la faute à notre modèle social. Bon, je crois que il faut revenir à une lecture plus macro-financière de cette crise pour arriver justement à bien cerner la source et pour agir ensuite sur cette source. Alors, autre question, est-ce que les banques sont responsables de la crise financière qui a conduit à la crise économique que nous traversons? Bon, ça a été dit un peu, je crois que les banques ont effectivement une grande part de responsabilité, mais dans un contexte qui leur a permis en fait de prendre des risques excessifs. Alors les éléments de ce contexte, ils ont été rappelés. Il y en a peut-être un sur lequel on n'a pas beaucoup insisté, c'est la politique monétaire du début des années 2000. Une politique monétaire très accommodante, de bas taux d'intérêt, alors justifiée aux États-Unis au départ par l'éclatement de la bulle Internet, ensuite par les attentats du 11 septembre. Tout ça justifiait effectivement un assouplissement de la politique monétaire américaine. Ce qui s'est moins justifié par la suite, c'est le fait de maintenir les taux à un niveau bas trop longtemps. D'accord ? Parce que précisément, eh bien, ce niveau trop bas des taux d'intérêt aux États-Unis, mais au-delà, eh bien, a nourri la prise de risque des banques. Alors, pour ceux qui s'intéressent un petit peu à la littérature en macroéconomie financière, il y a pas mal d'études empiriques qui font aujourd'hui directement le lien entre un niveau de taux d'intérêt trop bas et une prise de risque excessive des établissements bancaires et financiers. Et je me dis qu'il y a un parallèle intéressant quand même, si vous voulez, avec la situation actuelle. Parce que à l'époque, quand la Réserve fédérale américaine maintenait ses taux à un niveau bas, on ne disait pas d'elle qu'elle était en train de préparer la prochaine crise financière. Qu'est-ce qu'on disait d'elle? On disait au contraire qu'elle était très pragmatique. Et on reprochait à l'époque à la jeune BCE, qui venait d'entrer en fonction, qui avait pris ses fonctions en 1999, on lui reprochait eh bien, d'être finalement trop conservatrice, trop rigoureuse et de ne pas suffisamment s'inspirer du pragmatisme de la Réserve fédérale américaine. Alors, le parallèle est intéressant parce que aujourd'hui, eh bien, les banques centrales sont de nouveau dans une phase de politique monétaire ultra accommodante. Elles n'ont pas d'autre choix, elles sont bien obligées de le faire, encore plus d'ailleurs la BCE, parce que finalement, en Europe, nous n'avons que la politique monétaire comme instrument de relance. Il n'y a rien d'autre, c'est un grand malheur, mais c'est comme ça. Et donc, la Banque centrale européenne est contrainte de mener cette politique monétaire très accommodante. On lui a même reproché d'ailleurs de ne pas le faire suffisamment. C'est la raison pour laquelle elle s'est résolue à faire elle aussi eh bien, une politique d'assouplissement, une politique dite de quantitative easing, un peu à la mode de la Fed, c'est-à-dire en achetant des titres publics et privés sur les marchés. Et
faut s'interroger sur les conséquences de ces politiques monétaires ultra accommodantes. De la même manière, si vous voulez, qu'au début des années 2000, on ne voyait pas nécessairement cela comme la préparation de la future crise financière, je crois qu'aujourd'hui, on peut se demander si, pour soigner la bulle passée, eh bien, les banques centrales, en particulier la Fed et la BCE, eh bien, ne sont pas en train de préparer la bulle de demain. Donc voilà, c'est tout le problème. Et vous voyez que, au fond, on est comme enfermé dans un cercle vicieux. Pourquoi en est-on arrivé là? Parce qu'on n'a pas su prévenir l'instabilité financière. Pourquoi n'a-t-on pas su prévenir l'instabilité financière? Parce que, alors, bien qu'il y ait un service de stabilité financière à la Banque de France et bien que les choses aient un peu évolué grâce à la crise, il faut bien dire qu'avant la crise, la stabilité financière, c'était quand même pas la préoccupation principale des banques centrales. La préoccupation principale des banques centrales avant la crise, c'était la stabilité monétaire. Et elles pensaient d'ailleurs que, en préservant du mieux possible la stabilité monétaire, donc en suivant un objectif d'inflation, en garantissant la stabilité des prix, par leur politique monétaire, eh bien, tout irait pour le mieux sur le plan financier. Bon, il s'est passé tout le contraire. On peut même, si vous voulez, mettre en évidence le fait que la stabilité monétaire a contribué à l'instabilité financière parce que ça a engendré une forme de tranquillité macroéconomique. C'est le paradoxe de tranquillité d'Iman Minsky. C'est finalement, si vous voulez, quand le contexte macro est plutôt tranquille, alors là, le contexte macro plutôt tranquille du début des années 2000, eh bien, c'était précisément la modération de l'inflation. Eh bien, tout ça a réduit l'aversion au risque et a incité les agents à prendre davantage de risques. Donc, bref, tout ça pour dire, si vous voulez, que la stabilité financière n'était pas la préoccupation principale des banques centrales avant la crise. Elle l'est devenue un peu, mais finalement encore assez implicitement avec la crise, parce que les banques centrales sont contraintes d'éteindre l'incendie. Elles pensaient d'ailleurs qu'elles auraient moins de mal à éteindre l'incendie. C'est bien pour cela que la Fed, notamment, a laissé se développer une formidable bulle immobilière. Parce que une banque centrale comme la Fed était persuadée de toute façon qu'en cas d'éclatement d'une bulle, elle saurait injecter les liquidités nécessaires pour éteindre l'incendie. Bon, là, le problème, si vous voulez, c'est que l'incendie est toujours là, il y a toujours des braises, et finalement, le pire du pire dans l'histoire, c'est que si les banques centrales veulent participer un peu à la relance, elles sont presque obligées de souffler sur les braises. C'est-à-dire que la seule façon aujourd'hui, c'est l'impression qu'on a de relancer les économies, c'est d'alimenter une bulle de crédit. D'accord ? Et d'alimenter une bulle de crédit, de relancer le marché de l'immobilier notamment. D'accord ? C'est ce qu'on observe aujourd'hui aux États-Unis, au Royaume-Uni. David Cameron a lancé un programme pour favoriser les achats immobiliers au Royaume-Uni. Ça rappelle dangereusement quand même le début de la crise des subprimes. Et on a l'impression, au fond, que c'est la seule solution. Bon. Alors, il y avait une autre question qui m'avait été posée par les organisateurs. C'était la question de savoir si, quand on essaie de remonter un peu à la source, le problème, c'est la globalisation financière. André a relevé, bien sûr, la concomitance entre ce mouvement de globalisation, la libéralisation financière qui a caractérisé cette globalisation, et puis la montée de l'instabilité financière. Est-ce que le problème en soi, c'est la globalisation financière ? Moi, je me dis, alors c'est une réflexion assez personnelle, mais je me dis que un monde plus ouvert, un monde plus vaste, ce n'est pas un mal en soi. Or, c'est ça, finalement, la globalisation. Alors, ce n'est pas un mal en soi si, évidemment, on est capable d'y préserver la diversité, si tout ne devient pas uniforme dans ce monde. Mais bon, ça, c'est encore un autre aspect. Mais je crois, au fond, que la globalisation, ce n'est pas le mal en soi. En revanche, ça devient un problème
lorsqu'on n'est pas capable d'adapter la régulation à un monde globalisé. Or, qu'est-ce qu'un monde globalisé? Eh bien, c'est un monde dans lequel l'échelle d'activité des acteurs, et en particulier des acteurs financiers, devient une échelle globale. C'est-à-dire que les banques sont actives non plus à une échelle nationale, mais à une échelle transnationale, à une échelle, on va dire, globale. Alors, évidemment, si on maintient des dispositifs de surveillance à une échelle nationale, eh bien, on comprend qu'on a des dispositifs tout à fait inadaptés à ce monde global. Or, c'est précisément ce qui prévalait avant la crise. Il a fallu la crise financière dégénérant en Europe en crise des dettes souveraines pour que on prenne enfin la décision en Europe de réaliser l'union bancaire. Cette union bancaire, elle était nécessaire depuis la mise en place de l'union monétaire. Il aurait fallu que l'union monétaire s'accompagne immédiatement d'une union bancaire. Et au fond, on est peut-être en train de commettre là aussi une erreur assez proche aujourd'hui parce que on s'est certes résolu à mettre en place l'union bancaire, mais pour l'instant, on n'envisage pas du tout l'union budgétaire. Or, si on veut aller au bout de cette union bancaire, qui, je vous le rappelle, s'organise en 3 volets, un mécanisme de supervision unique autour de la BCE, un mécanisme de résolution unique pour résoudre les difficultés des établissements bancaires, et puis un 3e volet, alors lui, quand même beaucoup plus hypothétique, beaucoup plus incertain, c'est la mise en place d'une garantie unique des dépôts. C'est pas ce qu'on a aujourd'hui en Europe. On entend parfois le contraire. Mais qu'est-ce qu'on a aujourd'hui en Europe? On a des dispositifs de garantie des dépôts qui sont certes harmonisés, mais qui ne sont pas mis en commun. Donc on n'est pas encore, si vous voulez, on est très loin encore de ce 3e volet de l'union bancaire. Et pourquoi est-on très loin de ce 3e volet? Parce que si on veut mettre en place une garantie unique des dépôts, il faut mettre des ressources en commun. Mettre des ressources en commun, ça signifie nécessairement du fédéralisme budgétaire. Et on ne veut pas se résoudre à cela en Europe, ou en tout cas certains États membres ne veulent pas s'y résoudre. Donc, vous voyez, de la même manière qu'on n'a pas accompagné l'union monétaire aussitôt de l'union bancaire, pour l'instant, on n'envisage pas d'accompagner l'union bancaire d'une union budgétaire, de la même manière d'ailleurs qu'en Europe, on n'envisage pas encore l'union politique, l'union fiscale. Bref, on n'est pas véritablement dans une union, d'accord? Donc, je crois que c'est un problème. Donc, vous voyez, c'est ce qui m'a amené à cette réflexion, c'est cette idée qu'au fond, la globalisation, ce n'est pas le problème en soi, ça devient un problème quand on ne sait pas adapter la régulation à ce monde globalisé. Je vous ai dit, un monde global, qu'est-ce que c'est d'abord? Eh bien, c'est une échelle d'activité globale, et on n'avait pas su, avant la crise, adapter les dispositifs de supervision précisément en Europe à cette échelle d'activité globale. Il y a un autre aspect très caractéristique de la globalisation. Ce sont les interactions entre les agents qui, évidemment, sont décuplées. Dans un monde global, les interactions sont beaucoup plus fortes. Et si les interactions sont beaucoup plus fortes, eh bien, les phénomènes de contagion sont beaucoup plus forts aussi. Et ça veut dire que quand on met en place des mesures de prudence, eh bien, ces mesures de prudence, il ne faut pas seulement les concevoir à l'échelle des individus ou des établissements bancaires et financiers. Il faut les concevoir à l'échelle du système dans son ensemble pour arriver justement à prévenir ces phénomènes de contagion. D'accord? Donc, ça aussi, c'était un problème, et ça l'est encore dans une certaine mesure aujourd'hui. C'était un problème grave avant la crise parce que la seule façon qu'on avait d'envisager la prévention des problèmes d'instabilité financière, eh bien, c'était par le biais de dispositifs microprudentiels. D'accord? C'est-à-dire des dispositifs imposant des mesures de prudence à des établissements bancaires et financiers. D'accord? Mais on n'avait pas, si vous voulez, une appréhension globale du risque d'instabilité financière, du risque systémique, c'est-à-dire du risque d'une crise étendue
hein, à l'ensemble du système bancaire et financier, avec des conséquences graves ensuite sur l'économie réelle. Et donc, qu'est-ce qu'il faut pour cela? Eh bien, bien sûr, il ne faut pas abandonner le microprudentiel, c'est essentiel, mais il faut compléter le microprudentiel par une action macroprudentielle, c'est-à-dire arriver, si vous voulez, à prévenir non plus seulement les risques individuels, mais également le risque systémique. Et comment cela? Eh bien, en agissant sur les acteurs qui contribuent au risque systémique, c'est-à-dire agir sur les grandes banques systémiques, les contraindre davantage, parce qu'elles contribuent au risque systémique, et puis agir également sur la formation du risque systémique dans le temps, et ça, eh bien, ça implique de mener des politiques dites contracycliques, c'est-à-dire que là, il faut contrer le cycle, et quel cycle faut-il contrer? Eh bien, précisément le cycle financier. Donc, il faut contrarier l'évolution des prix des actifs financiers, contrarier l'évolution des prix de l'immobilier, parce que si on ne le fait pas, eh bien, ça s'emballe, et ça nous conduit systématiquement, non pas jusqu'au ciel, parce que les arbres ne montent pas jusqu'au ciel, mais ça nous conduit droit dans le mur. Merci beaucoup, merci à tous.